Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer une série qui sera en juste 2 épisodes a priori sur ce qu'on appelle les twice exceptional. Donc je le refais en français, c'est la double exceptionnalité. Et c'est des profils. Donc quand on parle de ça, c'est relativement encore peu connu en France parce qu'on ne sait pas pourquoi. Visiblement, on a décidé de mettre la pédale douce sur la compréhension de certains concepts, mais c'est assez répandu au Canada et aux États-Unis. Et c'est de dire que on parle de exceptional parce que on parle de la rareté d'occurrence de quelque chose. C'est en ça que d'abord le terme est employé exceptionnel dans le fait que ce soit rare. Et on considère que le fait d'être détecté au potentiel intellectuel, c'est déjà rare puisque ça concerne environ 2% de la population au-delà de ce fameux seuil des 130. Mais ce qui est encore plus rare, c'est quand il y a un trouble du neurodéveloppement que le DSM-5, donc qui est la Bible psychiatrique héritée des États-Unis, considère comme les TND, les troubles neurodéveloppementaux. S'il y a ça qui se rajoute, ça vient faire un profil qui est finalement doublement exceptionnel puisque c'était déjà rare d'avoir un haut potentiel intellectuel qui était détecté, mais si on y rajoute justement un TND, ça le rend 2 fois plus exceptionnel, donc twice exceptional. Et je veux faire le focus sur ces profils-là parce que déjà que c'est compliqué de se retrouver en décalage parce qu'on n'est pas beaucoup, parce qu'on ne comprend pas, ben, quand il y a ça qui se rajoute, ça devient encore plus compliqué. Et c'est surtout que ça fait une variété de profils qui est assez énorme entre quelqu'un qui sera, disons, atypique ou au potentiel juste ça, et il y a déjà des profils différents au sein de ça, et quelqu'un qui va être au potentiel avec en plus un des TND, donc ils sont au nombre de 3. Et il y a au moins 2 épisodes que je vais faire, c'est un sur le TSA, c'est l'épisode d'aujourd'hui, donc c'est le trouble du spectre autistique, et un autre sur le TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ces 2 profils-là, le 3e TND des twice exceptional, c'est le trouble spécifique des apprentissages et c'est en gros tout ce qui est la galaxie des 10. Donc les dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, tout ce qui est sous le terme 10 se regroupe en tout cas au niveau de la psychologie et de la psychiatrie sur les troubles spécifiques des apprentissages. Donc aujourd'hui on va évoquer le profil twice exceptional HPI plus TSA. Et vous verrez que c'est une vraie particularité parce que on va dire que c'est quelqu'un qui, sous une couche de glace, couve une fusion. Mais une fusion presque au sens nucléaire du terme parce que le trouble du spectre autistique, qui a été maintenant appelé comme ça, et ça regroupe ce qu'avant le DSM-4, parce que là on est aujourd'hui à la version 5 du DSM, peut-être la 6 sortira-t-elle prochainement, en tout cas elle est attendue d'ici 2028, parce que ça fait déjà 10 ans que le DSM-5 est sorti, je crois que c'était en 2013. Ce DSM-5, il a remplacé tout ce qu'on trouvait sous différents libellés autour de l'autisme, donc les autistes non-verbaux, les Asperger, donc il y a eu beaucoup de termes sur le syndrome d'Asperger, les troubles autistiques légers. Il a tout pris et il a fait une seule catégorie qui est maintenant une définition spectrale de l'autisme, donc avec une grande variabilité de ce spectre justement, et c'est rassemblé sous le vocable TSA, donc trouble du spectre autistique. Et cet épisode d'aujourd'hui, c'est donc des HPI qui présenteraient en plus un trouble du spectre autistique. Donc je vais vous faire une petite carte mentale pour faire un panorama de ce que représentent ces profils-là et de quelles particularités ils ont spécifiquement. Donc je vous lance le générique et on se retrouve tout de suite après.
Allez, c'est parti pour ce petit panorama de ces Twice Exceptional HPI TSA. Donc, on va voir, vous voyez sur la petite carte mentale les similitudes qu'il y a entre les deux profils. Et c'est justement le risque, en fait, parce que il y a certains profils atypiques qui oublient ou qui passent sous les radars de la détection de leur haut potentiel parce que justement, ils sont atypiques même dans la façon de présenter ce haut potentiel-là. Et ces profils Twice Exceptional, c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressants, c'est parce que il y a des effets de masquage qui vont arriver, de masquage des symptômes. Je dis symptômes par facilité parce qu'on est bien d'accord que ça n'est pas une maladie, le haut potentiel, et ça n'est pas un trouble au sens psychiatrique du terme. Par contre, les troubles du neurodéveloppement, donc les TND, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, c'est considéré comme un trouble au niveau psychologique et psychiatrique du terme. C'est pour ça que ces troubles-là se retrouvent dans le fameux DSM. Par contre, je voudrais alerter quand même sur une réflexion qu'il y a à avoir à propos de ce fameux DSM, parce que d'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la vidéo, dans la description, un petit livre de quelqu'un qui s'appelle Alain Frances, que je n'ai pas lu, mais que je pense que j'achèterai prochainement et que je lirai, mais je vous donne la piste parce qu'elle m'a l'air intéressante. Alain Frances, c'est un professeur émérite en psychiatrie qui a été à l'origine de la rédaction et qui a collaboré à l'écriture du DSM-4, qui a été caduque en 2013 quand le DSM-5 est sorti. Et il a fait un bouquin justement qui s'appelle Sommes-nous tous malades mentaux en 2013 quand le DSM-5 est sorti parce qu'il alertait sur la pathologisation, c'est ça, pathologisation à outrance qu'il y avait dans l'ère actuelle de la psychiatrie, de considérer que effectivement, plus on étend des définitions de manière large pour englober des choses, eh ben, plus on se retrouve avec une proportion de plus en plus croissante de la population qui tombe dans le trouble, alors qu'avant, elle était dans la zone dite normale. Donc, c'est à réfléchir sur ce point. Et je vous mettrai également dans la description une thèse que j'ai lue pour le coup, qui a été faite par Antoine Frigo, si je ne m'abuse, et Al, donc les fameux et autres collaborateurs, qui est extraite, donc on peut la trouver sur Internet, je vous mettrai le lien, qui s'intéresse justement à la possibilité qu'il y ait une définition de l'autisme ordinaire, parce que il y a des distinctions qui ont été faites pour catégoriser l'autisme, qui finalement mériterait peut-être d'être mise dans une classification un peu plus ordinaire de la chose. Donc, c'est des pistes de réflexion qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Et je vous mettrai les liens en description. Désolée, je me suis absentée parce que mon casque était en train de mourir, donc ça y est, il est mort, paix à son âme, et donc je fais sans casque. Donc ce que je disais, c'était justement sur le DM5 et l'attention qu'on doit avoir à pas trop pathologiser ce qui est normal, ou peut-être redéfinir justement ce qui serait une nouvelle normalité, parce que la normalité c'est toujours par rapport à quelque chose et par rapport à une norme. Et il y a peut-être une piste intéressante justement pour ces gens qui sont tellement bizarres et décalés, c'est de se dire que au lieu de se trouver en décalage et pas normal, peut-être qu'ils portent en eux les germes de ce que serait le nouveau normal si on voulait justement enclencher une alternative qui puisse être plus soutenable, plus vraie, plus profondément tournée vers une évolution, quelque chose qui a une aspiration un peu plus grande. Donc c'est une piste intéressante. On va se replonger dans le Twice Exceptional HPI-TSA parce que justement, comme je le disais, ces profils, ils ont la caractéristique de passer sous les radars, et ils passent sous les radars parce que il y a une similitude de certains déploiements justement de ces caractéristiques-là. Par exemple, pour le HPI-TSA, vous allez avoir des difficultés sociales qui vont être présentes à la fois pour les HPI qui sont juste HPI,
et à la fois pour les HPI qui sont TSA en plus. Mais c'est là où on se rend compte qui de la poule ou de l'œuf donne la difficulté. Est-ce que c'est le TSA qui donne la difficulté sociale et elle est plus ou moins amplifiée par le HPI, ou est-ce que de toute façon elle était présente et elle est plus ou moins amplifiée par le TSA? Il va y avoir vraiment sur ce type de profil un isolement et une difficulté à établir des relations amicales avec les autres, mais là aussi il faut savoir de quels autres on parle, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et cette fameuse sensibilité accrue aux perceptions des autres, parce que ça aussi, c'est peut-être à démonter sur les croyances et les préjugés par rapport à l'autisme. Et c'était ce profil que je vous dis être comme une centrale en fusion nucléaire qui couve sous la glace. C'est que finalement, dans les frontières de l'autisme, dans l'autisme, il n'y a pas d'autre. Il y a juste un soi. Et un soi qui ne sait pas où sont ses frontières, qui ne sait pas où sont ses frontières corporelles, qui ne sait pas où sont les frontières de son esprit, qui ne sait pas où sont les frontières de rien. Et il n'y a pas d'autre pour de l'autisme pur et profond. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de rentrer en lien avec l'autre. C'est surtout plutôt à le regarder différemment et peut-être à l'envers. Il y a peut-être une telle volonté de pas y avoir d'autre que tout l'extérieur et tout mon intérieur et moi. Et donc, j'essaie de naviguer à vue dans cet océan de moi. Et je suis en fusion permanente avec mon environnement parce que il n'y a pas de barrière. Donc, en fait, c'est la perception aussi de comment les autres me voient qui met ces barrières-là. Mais en fait, en vrai, il y a cette volonté de fusionner en totalité avec les perceptions, avec les sentiments, avec les émotions. Et donc, c'est pour ça qu'il y a chez les autistes qui ont un degré d'autisme sévère des débordements émotionnels, parce que il y a cette fusion nucléaire qui se met en œuvre et il n'y a rien pour l'arrêter ou pour la contenir. Et finalement, le HPI-TSA, c'est peut-être justement ce volcan-là qui est plein de fusion et qui ne sait pas exprimer cette fusion avec l'altérité, avec les autres, et qui se carapaçonne d'une couche de glace qui a l'air polaire pour tous ceux qui l'entourent, alors que c'est pas du tout ça qu'il y a au fond de lui. Et il y a une sensibilité accrue chez ces profils-là, justement, aux perceptions des autres, parce que finalement, ils savent bien qu'ils détonnent quand ils sont en interaction sociale, et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés. C'est parce qu'ils se rendent parfaitement compte qu'ils ne sont pas là où les autres les attendent, et qu'ils ne savent pas rentrer en communication avec les autres, et qu'ils ne savent pas exprimer, ou en tout cas appréhender ce que les autres attendent d'eux. Donc il y a vraiment cette perception-là qui est accrue, et qui est due aussi au potentiel où là où il y aura quelqu'un qui aura juste un TSA n'aura pas cette perception fine du décalage vraiment prégnant qu'il y a, puisque avec un TSH sans HPI, il y aura cette non-frontière avec les autres, et donc pas forcément la réflexivité de se dire « Ah, je crois que je viens de dire une boulette parce que il me regarde de façon bizarre. » On ne sait pas où se situe la boulette, mais on sait qu'on a dit une boulette. Donc ces difficultés sociales, elles peuvent être à la fois issues du HPI et issues du TSA et se combiner en effet de masquage, et ça rend difficile la détection de certains profils. C'est pour ça qu'il faut creuser activement quand on commence à envisager cette piste. Pour ces profils-là aussi, il y a la particularité que il y a des intérêts intenses et restreints. C'est vraiment une hyper-focalisation attentionnelle avec des sujets ou des passions spécifiques, mais c'est perçu par l'entourage comme restreint. Et en fait, dans ces deux points que vous avez là, les difficultés sociales et les intérêts intenses et restreints, c'est le critère A et le critère B de ce qui a été appelé la dyade autistique. Donc c'est la double caractéristique qui, avant, en DSM-4 donc, servait à poser le début du diagnostic potentiel d'un autisme ou d'un trouble du spectre autistique. Il y a 5 critères en tout dans le DSM-5, de A jusqu'à E, et donc le A et le B sont les difficultés relationnelles et interpersonnelles et des intérêts restreints et répétitifs, et ce qu'on appelle aussi la présence de vraiment des stéréotypies, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est vraiment des comportements répétés et ritualisés
dire plusieurs fois la même chose à la suite, ou battre des mains, ou avoir une focalisation intense. C'est des comportements répétitifs et ritualisés qui donnent un petit signal d'alerte, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui est considéré comme la psychiatrie, comme une stéréotypie. Il y a un troisième point aussi, c'est l'hypersensitivité sensorielle. Donc là, je fais quand même une parenthèse. On n'est pas en train de parler d'hypersensibilité émotionnelle ou d'hyperémotivité. On est en train de parler vraiment de tout ce qui touche au sens physique qui est exacerbé. Donc vraiment, cette hypersensitivité-là, va y avoir une réaction extrême au son, aux lumières, aux textures de vêtements, au goût perçu dans la bouche. Tous les 5 sens ont un seuil de déclenchement, en fait, et d'intensité des stimuli qui est hyper bas. Et ça, cette hypersensitivité, ça vaut pour partie pour certains profils du haut potentiel intellectuel, et ça vaut aussi pour partie au TSA. Et donc, quand ils se combinent sur un seul et même profil, ça brouille les cartes, puisque il est présent un petit peu dans ces deux profils-là et dans les deux caractéristiques. Donc, vous commencez à avoir une compilation, quelqu'un qui a du mal à rentrer en lien avec les autres, quelqu'un qui va faire une focalisation, c'est-à-dire, quand on parle de focalisation sur un intérêt, c'est que vraiment, il y a l'exclusion de tous les autres pour que ce soit restreint. Une personne ne va être passionnée que par l'astronomie, et en dehors de l'astronomie, c'est comme si le monde extérieur n'existait pas. Aucun sujet ne prête à conséquence pour eux. Il y a que ce sujet-là qui les intéresse. Vraiment, là, vous avez le critère de la restriction qui est le plus avancé et le plus avéré. Il faut pas confondre avec le fait d'avoir du mal aussi à décrocher d'une tâche quand il y a justement une hyper-focalisation sur cette tâche-là. Et c'est pas tout à fait pareil, mais ça fait partie aussi des choses qu'on reproche souvent au potentiel et à certains des twice exceptional. Et là aussi, il y a des raisons. Mais en tout cas, cette hypersensitivité des 5 sens ou de un ou plusieurs sens chez les HPI TSA, elle est vraiment très présente. Vous allez avoir des gens qui sont incapables de vivre sereinement parce qu'ils ont une hyperacousie qui est hyper handicapante pour eux. Ils entendent tout hyper fort, et donc ça pose vraiment des problèmes, et ça combine aussi, ça rend les difficultés sociales plus prégnantes encore. Donc ça s'empile. Vous allez avoir aussi une similitude, c'est la pensée créative, parce que il y a une capacité à produire des idées qui ne sont pas attendues par la fameuse norme, justement. C'est vraiment en dehors du cadre. La solution, elle est vue comme étonnante, parfois détonnante d'ailleurs, parfois impossible parce que trop écartée des standards de ce qu'on penserait habituellement trouver. Et justement, cette manière de penser originale, vu qu'elle est parfois détonnante, elle peut être interprétée différemment. On peut ne pas y voir le potentiel du tout d'innovation ou de faisabilité, justement, parce que ça remet tellement les choses en question que parfois le décalage est trop grand pour qu'on puisse se dire ah bah oui, ce serait intéressant à suivre. Et encore une autre caractéristique que ces HPI et ces TSA partagent et qui finissent par se combiner ou par se masquer dans un profil twice exceptional, c'est ce perfectionnisme qui va être vraiment la recherche de l'excellence dans la tâche accomplie, mais n'importe quelle tâche. Donc ça peut vite devenir tyrannique parce que y a vraiment beaucoup d'anxiété à pouvoir réaliser les choses bien. Les enfants vraiment qui ne supportent pas de se tromper, mais on n'est pas sur de la petite contrariété passagère où il va y avoir un caprice de fait. C'est que ça peut les mettre vraiment en grande difficulté, où les réactions émotionnelles provoquées par un ratage ou par un échec, elles semblent disproportionnées à l'entourage, et que ça va justement accroître les fameuses difficultés sociales dont on a parlé plus haut. Donc c'est vraiment sur ce niveau de perfectionnisme-là qu'on est. Et effectivement,
ça entraîne une anxiété qui est terrible parce que l'anxiété est présente au moment de faire la tâche, mais elle peut être présente en anticipation de faire la tâche, elle peut être présente a posteriori d'avoir fait la tâche, pour que jamais ça ne cède, et ça les maintient dans un espèce d'état vraiment très fébrile, où tout est susceptible d'être problème, et donc de prendre ensuite des proportions qui semblent exagérées aux autres. Ça, c'était les similitudes. Mais nous avons aussi les différences et les moyens, justement, de compenser, et c'est pour ça que ces profils passent en dessous des radars, c'est que le haut potentiel intellectuel va être un moyen de compenser et donc d'avoir des stades de TSA moins avérés. Il y a 3 niveaux dans les troubles neurodéveloppementaux dont on parle, donc le TSA et le TDAH font partie. C'est le niveau 1 où on considère que le trouble est là mais qu'il nécessite peu d'aide, ou en tout cas une petite aide pour le compenser. Le niveau 2, c'est une aide plus prégnante, on est sur du moyen. Et le niveau 3, c'est le niveau le plus haut, et c'est là où une aide extrêmement forte doit être apportée pour que les personnes puissent avoir une vie normale. Le HPI, quand il est combiné à ces profils TSA, il a tendance à faire baisser le niveau d'atteinte, entre guillemets, du trouble, et donc il passe sous les radars. Donc finalement, on va avoir des profils qui, en dehors d'avoir vécu toute une vie où ils se sont vraiment pas sentis à leur place, il n'y a pas de perte spécifique ou handicapante dans leur vie de tous les jours au regard de ce que la société pourrait considérer comme normal. Donc ils passent en dessous des radars, ils ne sont jamais détectés avec leur TSA, mais c'est pas pour ça que malheureusement ils vivent une vie facile, parce que tout ce qu'on a évoqué, il faut se dire que ça revient dans toutes les situations du quotidien, tout le temps, jour après jour. Et évidemment, à force de se cumuler, ça devient quand même assez casse-couille, il faut le dire. Donc la gestion des implicites. Pour différencier un peu, si vous voulez, la manière dont un profil qui ne serait que HPI ferait, où on va se dire, là, ce profil-là, ça penche plus vers le TSA, et donc c'est aussi pour faire le tri. Les implicites, c'est quelque chose de compliqué pour les deux profils, mais en fait, il y a quand même un moyen de commencer à distinguer la chose, c'est que il y a vraiment une sensibilité particulière, une tendresse particulière pour les hauts potentiels vis-à-vis du sarcasme ou vis-à-vis de l'ironie, du second degré. C'est quelque chose qui leur plaît beaucoup en général. Quand il y a des profils HPI avec TSA, ça s'amenuise, et du coup, on le voit peut-être pas tout le temps, mais finalement, le TSA pur a beaucoup de mal à capter les implicites du second degré. Pour avoir de l'ironie, pour faire du sous-entendu et du second degré, il faut arriver à déceler les induits sociaux derrière une expression. Et le TSA, sans HPI, le TSA pur, a beaucoup de mal à le faire. Donc les profils HPI-TSA, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à faire ça. Ils vont vite se sentir en défaut quand il y a du second degré. Après, les deux partagent, et peut-être avec un plus sur le HPI pur, une grande susceptibilité. Et donc, du coup, c'est aussi difficile de faire le distinguo, parce que cette susceptibilité, est-ce qu'elle est due au fait que le sous-entendu n'a pas été compris, ou est-ce qu'elle est due justement à cette émotivité, cette sensation d'être à fleur de peau tout le temps que partagent les deux profils? On ne sait pas. Aussi, dans les implicites et dans le second degré, il y a ce truc de se dire, les TSA purs, ils vont avoir tendance à déployer un langage qui paraît empoulé ou pédant ou prétentieux. Et ce langage, chez le HPI, justement, il est plus adapté. Quand il va y avoir interaction avec les pairs, surtout à l'école petit et tout ça, il y a une forte propension, quand les enfants ont un TSA mais n'ont pas forcément de HPI, à se servir d'un langage qui est vraiment complètement décorrélé, parce que ils veulent avoir peut-être le mot juste, et c'est important d'avoir le mot juste, mais ils ne captent pas la dissonance qu'il y a socialement à balancer ce mot
pour expliquer un truc alors que les autres ne le connaissent pas du tout et donc il passe pour un extraterrestre parce qu'il a dit un mot qui est vraiment ça fait pédant et c'est parce qu'il n'y a pas non plus justement le HPI même quand il a un TSA les premiers temps quand il est petit il va avoir tendance à faire ça parce que finalement au début la capacité sociale et relationnelle elle s'entretient et elle se cultive vis-à-vis des expériences qu'on a. Et donc, au début, qu'il a sorti un mot complètement stellaire pour les autres, il va capter qu'il y a une désapprobation derrière, qu'il n'aurait pas dû dire ça, que ça fait naze, que ça fait lèche, que ça fait vouloir se faire bien voir des adultes. Il va le capter, ça. Et donc, au fur et à mesure qu'il grandit et que les expériences augmentent, il va avoir tendance à déployer justement sa capacité d'adaptabilité forte de haut potentiel pour trouver une stratégie et s'adapter et donc moins utiliser ce langage pédant alors que là où quelqu'un qui a un TSA pur sans HPI va continuer à employer ça parce que il y a pas c'est pas qu'il y a pas de détection mais en fait le retour de l'autre n'existe pas vraiment donc il n'y a pas de red flag où on se dit ah bah tiens je viens de faire une boulette il fallait pas dire ubiquité quoi. Donc, c'est cette gestion-là qui est un petit peu différente dans les deux profils. Il y a aussi des différences et des compensations, justement, où on voit dans certains profils HPI, quand on se fait détecter via le bilan, parfois le neuropsy dit que le bilan est hétérogène parce que il y a des indices qui sont plus bas et des indices qui sont plus hauts. Et donc, il y a parfois certains tests où il y a des écarts types dans le WACE quand on passe en France la plupart du temps. Un écart type, c'est 15 points. Donc parfois, il y a des subtests dans ces tests-là où vous avez eu, par exemple, 100 en indice de vitesse de traitement, donc l'IVT, et 110 en IMT, indice de mémoire de travail. C'est deux des subtests du WACE. Et vous avez 145 en indice de compréhension verbale en ICV. Si vous avez un profil comme ça veut dire que vous avez un profil hétérogène. C'est qu'il y a plus de 2 écarts types entre votre IVT et votre indice de compréhension verbale. Et ça, c'est dit par les psychologues comme étant des profils hétérogènes parce que ils considèrent que quand il y a plus d'un écart type, c'est de l'hétérogénéité et que ça devient plus complexe de détecter et de calculer un QI global d'ailleurs sur ce type de profil parce que on va lisser avec une moyenne mais ça n'est plus représentatif. Et souvent, on se rend compte justement que quand il y a des indices de vitesse de traitement et de mémoire de travail qui sont plus bas, il y a une potentialité pour que ce HPI-là soit un HPI TSA parce que ces indices sont souvent plus bas chez le TSA dans les profils neuropsychologiques. Donc c'est un des éléments qui sert aussi à distinguer et à affiner les profils. Aussi, on va s'intéresser au degré de dépendance des routines. Parce que chez le TSA pur, il y a vraiment une ritualisation hyper importante. Tout finit par être cadencé. Il y a vraiment des alignements ou des rangements spécifiques qui d'ailleurs, si ils sont dérangés, provoquent vraiment une anxiété importante. Donc il y a vraiment, on s'enferme dans un espèce de cadre, cette espèce de glace dont je vous parlais depuis le début, pour contenir le feu et la fusion. Ils ont besoin vraiment de s'apaiser avec ce type de rituel-là. Et chez le HPI, il y a plus de souplesse à ça. Et c'est aussi par rapport aux consignes, un HPI sans TSA va être plus à même de questionner une consigne, surtout quand on est dans le milieu scolaire ou même dans le milieu professionnel, alors que un HPI avec TSA, si la règle a pas fait d'embrouillamini dans sa routine à lui ou à elle, ben elle va être acceptée plus facilement parce que c'est un univers qui lui parle, de se mettre dans des endroits où les choses sont bien cadrées et bien figées
et qu'elles se répètent selon un schéma qui est invariant, ça fait baisser le niveau d'anxiété chez eux. Donc, ils sont beaucoup plus attachés de manière vraiment atavique, c'est-à-dire que si on enlève la routine, ils vont partir en cacahuète, alors que ceux qui ont un TSA amoindri par le HPI vont, ou pas de TSA du tout et un HPI seul, vont arriver à absorber ce choc avec plus de résilience. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir des présences de stéréotypie. Donc le flapping, c'est vraiment le fait de se taper, de se tapoter vraiment, ou d'avoir vraiment des mouvements où c'est répétitif et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, alors que et on voit bien que c'est un moyen de décharge, hein, c'est ou une répétition, ce qu'ils appellent l'écholalie, c'est vraiment de répéter. Alors les croyances populaires ont figé sur l'image de Raymond par rapport à l'autisme parce que il y a cette répétition, mais la stéréotypie est vraiment un des marqueurs forts de la présence de, en tout cas, ce qu'on considère comme le début de l'autisme. Et ça perdure, ces flappings-là, ces stéréotypies-là, si elles perdurent au-delà de l'enfance, c'est un marqueur d'autant plus fort que le TSA est vraiment présent et a pas été complètement compensé par le haut potentiel, par exemple. Le quatrième point sur lequel ils sont un peu différents et où on peut avoir présence ou pas de compensation, c'est le degré de présence à soi et aux autres. Donc, il y a la présence ou non d'alexithymie. Alors, l'alexithymie, c'est la capacité à identifier, à nommer et à exprimer des émotions. Et que ce soit les siennes d'ailleurs ou celles des autres. Et l'alexithymie, c'est la présence d'alexithymie et là aussi un marqueur un peu important de la présence du trouble du spectre autistique. C'est que si vous avez quelqu'un qui a vraiment du mal, c'est pas qu'il les perçoit pas, ces émotions, c'est que c'est comme s'il y avait un petit pont coupé entre, vous le voyez peut-être avoir une émotion, et si vous lui posez la question, il n'a pas la langue de dire ben là je suis en train d'être triste ou en colère ou joyeux, ou il y a comme si c'était un pont qui était vraiment un peu cassé. Et après, au fur et à mesure des expériences de vie, il peut y avoir le développement justement d'une intelligence émotionnelle pour expliciter ces émotions-là. Mais en fait, le ressenti, il est pas là de base. Il y a vraiment cette difficulté-là et c'est assez présent, notamment chez les femmes diagnostiquées autistes, cette alexithymie, d'avoir de la difficulté enfin, ils sont privés de ce pont entre l'identification de leurs émotions et leurs émotions. Et du coup, quand il y a cette présence-là, un des symptômes en fait différenciants, c'est est-ce que on dit le raccourci serait de dire que les autistes n'ont pas d'empathie, c'est pas vrai. C'est vraiment absolument faux. C'est que juste s'il y a justement cette alexithymie, cette empathie-là, elle est plus cognitive qu'émotionnelle. C'est qu'ils vont développer un raisonnement qui fait qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants d'une situation qui va avoir des occurrences émotionnelles, mais cette empathie-là, elle est cognitive, elle est basée sur leur mental et sur leur intelligence plus que émotionnelle, parce que il y a eu vraiment une traduction littérale de une émotion perçue, ressentie et redistribuée. Et ce degré de présence à soi et aux autres, c'est là où on peut faire la différence entre des profils qui ont vraiment un TSA qui pointe vraiment fort, si vous vous reconnaissez là-dedans, ou des profils où le TSA a été amoindri par le HPI, ou des HPI seuls qui n'ont pas de TSA. Parce que il peut y avoir très bien un HPI qui est juste HPI, qui a du mal à être en présence de lui-même ou des autres parce que il est soumis à plein de pensées qui l'assaillent, il veut suivre des choses et que donc il est dans un tunnel en hyper-focus et qu'il n'a pas du tout fait attention à l'entourage. Mais c'est pas la même qualité de non-présence aux autres. Là, on parle plus il était dans son tunnel d'hyper-focalisation, il a juste pas fait attention. C'est pas du tout
cette absence en fait de barrière vis-à-vis de l'extérieur, parce que tout est vécu selon son prisme à lui, au trouble du spectre autistique. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre. Et donc, je me trouve en décalage alors même que en fait, je suis focalisée sur moi, mais même sans voir où est ma propre frontière. Et c'est là aussi où on retrouve aussi des profils qui se distinguent, parce que un HPI avec TSA va avoir plutôt tendance à privilégier une logique pure. Non, alors je refais. C'est un TSA pur. C'est la logique pure qui prévaut. C'est-à-dire que vraiment dans des degrés d'autisme qui sont plus ou moins sévères, il y a absolument, c'est même pas une incompréhension des dynamiques sociales, c'est que elles n'existent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des profils où il y a vraiment une impossibilité relationnelle à communiquer, parce que il va dire un truc qui ne se dit absolument pas, mais ça ne se dit absolument pas, c'est social. C'est juste ce que la société considère qu'il ne faut pas dire. Et ça, un TSA pur, il est incapable de comprendre ça. Ça ne fait absolument pas sens pour lui. Il ne peut pas le conceptualiser. Alors que quand il y a le HPI qui vient de se greffer dessus, si vous voulez, il y a plusieurs degrés. Un HPI avec un TSA vraiment encore fort, il va dire les mêmes boulettes et il va percevoir que ça ne se fait pas, mais il va considérer qu'il ne comprend pas pourquoi. Mais au fond de lui, et plus le TSA s'amenuise grâce au haut potentiel ou à la zébritude ou à l'atypisme, plus c'est saillant. Si il a très bien compris que ça ne se fait pas, il trouve ça absurde. Et là, du coup, il y a aussi un des traits du haut potentiel qui peut se faire jour, c'est le côté et j'en ai rien à un. Parce que en fait, même si ça se fait pas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Mais déjà, s'il y a ce calcul-là, ça veut dire qu'on est sorti de la frontière du TSA. Parce que les TSA purs, sur des conventions sociales, c'est l'incompréhension absolue, mais c'est l'incompréhension par manque de ça n'existera pas dans leur monde. Donc, ils ne peuvent pas intégrer cette règle puisque ça n'existe pas. Ils ne comprennent pas que ça fait partie de la dynamique sociale et que donc, il y a des règles et qu'on ne peut pas dire bit dans une réunion de travail, même si c'était approprié de dire bit à cet endroit. Vous pourrez jamais expliquer ça à quelqu'un qui a un TSA hyper fort parce que il ne comprendra pas le concept. Le HPI, le HPI plus TSA, il comprendra le concept, même si inconsciemment, il ne veut pas l'intégrer, il reste sur son truc de, ben non, mais moi, j'ai envie de dire comme ça, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des difficultés avec ce qu'on dit sur les mondanités, le small talk et tout ça, parce qu'ils trouvent ça absurde et que donc il y a vraiment une confrontation à cette règle sociale qui ne se fait pas. C'est souvent des HPI avec des TSA, mais au fond d'eux, ils savent très bien que ça se fait pas, mais c'est juste que la partie TSA en eux, elle ne se résout pas à trouver suffisamment de sens pour les faire succomber à ça. Donc ça, c'était un petit peu le paragraphe sur comment ça diffère et comment il peut y avoir compensation sur le HPI. Il y a des pistes d'explication aussi physiologiques que je vous ai mises en faisant quelques recherches parce que c'était intéressant de savoir peut-être d'où ça vient au niveau physiologique en tout cas. Il y avait une étude de Nussbaum et collègues de 2017 qui avait remarqué que la substance blanche est un des marqueurs, le fait que cette substance blanche soit très, on va dire, fluide chez les hauts potentiels intellectuels. Il y a ce marqueur-là. Et en fait, un monsieur qui s'appelle Habib, qui a fait des bouquins sur les 10, avait lui aussi remarqué que finalement, cette substance blanche, quand il y a des irrégularités de la substance blanche, c'est aussi une des pistes pour le 10 et pour certains troubles du neurodéveloppement. Donc, la substance blanche serait quand même dans le viseur pour expliquer que il y a une présence quand même de certaines choses dans la substance blanche
qui font pencher vers le TSA, même si le HPI est présent. Il y a aussi une piste génétique pour le trouble du spectre autistique sur le chromosome 1. Il y avait une étude qui a été faite sur 6 éminents scientifiques et 6 prodiges par un monsieur qui s'appelle Casanova en 2007. Et il avait remarqué que sur ces 6 scientifiques, alors il n'y en a que 6, donc forcément l'échantillon est peu représentatif, mais c'est quand même une piste, c'est que ce chromosome 1 avait à un endroit précis qu'il appelle un locus, puisque c'est un locus, c'est l'endroit précis sur un chromosome, il aurait identifié que cet endroit sur le chromosome était le marqueur de ce qui développe chez la personne qui le porte cette attention focalisée. Et cette attention focalisée est à la fois un des marqueurs partagés du TSA et du HPI, et donc aussi de ce qu'on appelait avant les Asperger, parce que justement cette possibilité de calcul infini, presque immédiat, etc., est induite par cette attention focalisée. C'est en tout cas une des pistes qui serait évoquée, donc je voulais vous en faire part parce que c'est intéressant. Et il y avait aussi une petite piste sur l'imprégnation par le fœtus, par la testostérone en trop grande quantité. Une étude qui a été menée par Bauchy en 2016. Et il a remarqué en fait que le fait d'exposer le bébé à un haut niveau de testostérone, il y a une influence sur le développement cérébral et comportemental du lobe temporal à gauche. Et sauf que il avait aussi fait le parallèle, en combinant d'ailleurs plusieurs études, sur le fait que chez les HPI, il y avait quand même une prévalence un peu plus importante de gauchers, ou de gens qui avaient des maladies auto-immunes, ou de gens qui avaient des problèmes notamment dermatologiques de peau, ou des gens qui étaient allergiques, ou asthmatiques, ou myopes, ou qui développaient des troubles des apprentissages. Et cette imprégnation de testostérone fœtale, elle serait peut-être suspectée à la fois dans l'éclosion de ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel et à la fois dans l'éclosion de ce qu'on appelle le TSA, tempéré ou pas par ce haut potentiel. Donc ce sont des pistes, mais on est loin encore d'avoir fait le tour de la question. Et je voulais terminer par vous donner des éléments justement pour pouvoir repérer ces profils twice exceptional et faire le tri pour pouvoir peut-être aider des gens si vous en connaissez. C'est analyser déjà comment ils se comportent de manière vraiment plus informelle et plus tranquille. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, chez des profils HPI purs qui vont pas avoir de TSA, il peut y avoir une intégration de jeu de rôle où le gamin il est hyper concentré, vraiment on sent qu'il joue sa vie avec l'intégration de la règle, et un comportement quand il va y avoir une réunion de famille, quand il va être avec ses copains, et surtout justement dans des interactions sociales qui sont quand même un petit peu privilégiées, pas des étrangers, mais vraiment de la famille, des proches, des amis. Est-ce que justement cette rigidité un peu glaciaire, elle persiste ou pas lors des réunions, des relations? Ça va être un petit peu un moyen de mettre le curseur sur comment se dessine un peu ce potentiel TSA, s'il y a HPI ou pas. Il va y avoir aussi une différence dans la stratégie vis-à-vis des pairs. Est-ce que enfants, on dit les HPI sont assez renfermés, mais bon, une fois que ils sont en confiance, ça s'ouvre et c'est exubérant, et ça peut être un HPI avec un TSA, donc qui rentre dans cette catégorie de doublement exceptionnel. Il va falloir regarder, est-ce que quand il est avec ceux qu'il considère lui comme des pairs, et c'est là où je vous demande de faire attention, parce que il faut que le père en question soit au niveau de maturité et d'intérêt et de développement de l'enfant ou de l'adulte qu'on est en train de scruter. Parce que si il y a vraiment un décalage trop important, surtout sur les enfants où ils vont être intéressés par des choses qui n'ont absolument rien à voir avec les enfants de leur âge.
faut que vous trouviez une situation où cet enfant-là, il va être en présence de ceux qui l'estiment lui comme des pairs. Et là, vous allez regarder si quand il est avec ses semblables, est-ce qu'il y a une persistance du trouble social ou pas? Si il continue à être aussi un peu rigide, un peu emprunté, que vous voyez qu'il n'est pas à l'aise, il y a quand même une possibilité pour que le profil Twice Exceptional soit présent, parce que il gardera cette raideur un petit peu, ce côté un peu glacier, en présence de gens qui sont censés être comme lui, ou en tout cas avec lesquels il est en capacité d'échanger. Ça va être une piste intéressante. Puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est les manques de coordination motrice. Sur les profils Twice Exceptional HPI plus TSA, il y a vraiment de plus en plus, et qui perdure d'ailleurs avec l'âge, un évitement, voire un dégoût profond pour les sports collectifs et une maladresse motrice générale qui persiste alors même que l'enfant poursuit son développement ou alors qu'on est déjà adulte, et ça reste vraiment un endroit où ça reste compliqué. Le sport collectif, c'est peut-être un des marqueurs du HPI-TSA. L'inflexibilité au changement est aussi une piste intéressante pour essayer de spotter un peu ces profils-là. Vous allez avoir un HPI sans TSA. Il va être réticent au changement de manière passive. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Il va se faire tirer l'oreille. On prend sur soi, et puis, mais là, le passage du changement, il peut y avoir des frottements. Un HPI avec un TSA, donc un double exceptionnalité HPI-TSA, il va être vraiment activement incapable de changement. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les ritualisations, etc., etc. Tout ça cristallise la carapace de glace au fur et à mesure, et plus le TSA est présent et fort, plus cette carapace-là, elle va être difficile à bouger, même en dépit des performances intellectuelles et cognitives qui sont celles d'un haut potentiel. Donc, c'est là où vous pouvez faire le distinguo, sachant que, bien sûr, je le dis, ce diagnostic de TSA ne peut être fait que dans le cadre d'un bilan psychologique ou psychiatrique auprès, justement, des personnes qui sont professionnelles de santé et qui sont destinées à faire ça. Et donc, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer avec un TSA. Il n'y a pas de test sur les TSA qui existent en dehors de la filière des professionnels de santé. Et le comportement aussi face aux règles et aux consignes, ça fait partie du rituel. On a déjà parlé de la remise en question des règles. S'il n'y a pas de HPI, qu'il y a juste un TSA, la règle, elle sera d'airain et elle ne bougera pas. Les consignes sont parce que ça s'incorpore dans le rituel. S'il y a du HPI en plus, la règle, elle va être quand même examinée sous plein de facettes différentes, etc. Et il va y avoir remise en question de la règle par justement nécessité d'établir si l'autorité qu'il a émise est bien d'autorité, ou alors si on peut, encore une fois, lui faire comme ça. Vous avez compris que chez les HPI, il y a quand même une propension à de temps en temps avoir envie de faire ça, parce que ça fait partie aussi de la remise en question permanente qu'il y a chez eux. Mais avec le TSA, s'il n'y a pas de HPI, la règle, elle est absolument inflexible. C'est vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous combinez les deux, le HPI qui a tendance à remettre en question la règle toujours, et le TSA qui ne la remettra jamais en question, ça vous donne un truc un peu schizophrénique quand c'est combiné dans un même profil, puisque il va y avoir une crispation de la partie TSA de cette personne vis-à-vis d'une règle qui a été intégrée, et en même temps, il y a ce côté un petit peu rebelle du haut potentiel qui est là pour toujours challenger. Donc c'est pour ça qu'on peut être par rapport à ça vis-à-vis de profils c'est des profils à géométrie variable au niveau de la moralité. C'est comme ça aussi que c'est issu. Donc c'est intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ces profils doublement exceptionnels HPI-TSA. Si vous avez des questions, si vous avez
des retours ou des partages à apporter, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas non plus à vous abonner et à faire sonner la petite cloche pour que vous soyez prévenus des prochaines. Et le prochain épisode sur les Twice Exceptional, ce sera sur le TDAH. Et là, c'est presque à l'exact opposé, mais ça va être aussi hyper enrichissant. Je vous dis à très bientôt d'ici là, et puis ne vous maltraitez pas, prenez soin de vous, et à très bientôt. Salut!